Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un petit instant cosy. On va papoter comme d'habitude lecture, séries, films, etc. Alors j'ai pas mal de lectures dont je ne vous ai pas encore parlé, donc je m'installe et je commence. Parce qu'à un moment donné, faut s'y mettre, comme dirait l'autre. Alors, on va commencer tout de suite avec un avis lecture avec Los Intocables de Amalune, qui est un romantique suspense dans le milieu des cartels. On est dans du slow burn avec un enemies to lovers. Eduardo tient un cartel. Il est le chef, il est the big boss. Mira est une jeune fille comme tout un chacun qui quand même craint énormément les cartels, qui vit sous l'influence quotidienne de ces cartels qui font un peu la pluie et le beau temps. Donc elle se fait assez petite, pas être remarquée. Sa grand-mère est amie justement avec une tante de ce chef de cartel qui est Eduardo. Et Mira, malheureusement, va se faire piéger malgré elle et va devenir la cible de ce chef des cartels. Et elle va devoir subir son courroux un petit peu et devenir sa prisonnière. Ça, c'est vraiment le résumé, on va dire, dans les grandes largeurs de cette histoire. Dans ce premier opus, puisqu'il y a une suite, un deuxième tome qui est sorti fin avril, que je dois lire là très prochainement. Dans ce premier opus, on va être dans la vie de ces cartels, comment cela fonctionne, les décisions qui sont prises, les influences et les jalousies, que ce soit dans leur propre cartel ou forcément d'autres cartels qui veulent prendre la place et être les leaders. Et Mira va devoir un peu slalomer dans cette nouvelle vie qui ne lui convient pas, bien évidemment, et qui va aussi avoir certains moments avec ce chef de cartel qu'elle a du mal à cerner, et lui, pareil, qui reste très énigmatique et au final très dur avec elle et en même temps assez compréhensif aussi. Donc il y a vraiment une dualité de ce personnage masculin que l'on n'arrive pas forcément à positionner. On le déteste pas puisqu'il fait son taf, hein, comme toi tu vas travailler tous les jours, bah lui en fait son boulot c'est le cartel. Voilà, donc en fait il faut déjà appréhender l'endroit où vous allez vous trouver si vous voulez aussi apprécier cette lecture, parce que là il n'y a pas de bon en fait, il n'y a pas de gens normaux avec une vie normale, des avis ou des questionnements sur le bon. Non, en fait, on subit ici la loi des cartels, et même certains personnages vous montrent qu'une fois mis le doigt dans l'engrenage, c'est compliqué en fait d'avoir sa propre personnalité, ses propres choix, ses propres convictions, ses propres désirs, et de surtout pouvoir les affirmer. Donc c'est vraiment ça, et Mira en fait, c'est la même chose pour elle, elle va devoir s'adapter, faire des concessions pour arriver un petit peu à survivre dans ce milieu-là qui ne lui correspond absolument pas, qui est à l'opposé de ce qu'elle pense. Et en même temps, elle va, bon gré mal gré aussi, encore une fois, se rapprocher de ce chef de cartel. Est-ce qu'on doit aller au bout de ses convictions si on veut survivre ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de survivre et d'appréhender les choses différemment ? Donc en fait, c'est ici cette duplicité que l'on va avoir des personnages où à un moment donné, personne n'est blanc et personne n'est noir, et il y a beaucoup de nuances de gris, et on modèle les gens vis-à-vis du carcan dans lequel ils vivent. Et c'est ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est ce méandre d'émotions et de sentiments, de caractère des personnages, de convictions des personnages qui sont malmenés tout du long dans ce premier opus. Avec une fin bien évidemment qui nous laisse sur le Luc, hein, sur le cucu, parce qu'on a envie forcément de connaître la suite et qu'est-ce qui va arriver à Mira. Donc ici on est vraiment dans les prémices où on va plonger au cœur de ces cartels. L'autrice va prendre son temps et va nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe autour et cette espèce de, alors je mets des guillemets, politique qu'il y a au niveau des cartels, tout ce que va devoir faire Eduardo pour aussi survivre et faire survivre son cartel et rester leader du marché, et Mira qui va vivre au milieu et qui est catapultée là-dedans et qui ne sait pas comment s'en sortir. Franchement, c'est une lecture différente de ce que l'on peut trouver
au niveau des romances. Alors forcément, dans ce premier opus, vous n'avez pas une romance à proprement parler, mais tout du long, vous avez une relation qui s'installe, qui s'insère un petit peu et qui s'immisce dans la vie de ces deux personnages, qu'ils ne captent pas et ne comprennent pas forcément. Et voilà, et c'est cet effet de distiller cette tension, cette frustration, et en même temps ces émotions qui vont se développer, qui est aussi gênant pour l'un que pour l'autre, parce que ça met à mal leurs propres convictions et leurs devoirs, parce que Dordo, il a des devoirs vis-à-vis de sa famille des gens qui travaillent pour lui. Donc voilà, et c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est tout ça relié, que l'on est... où on est captivé et on est totalement pris dans cette histoire et pris dans ces filets en fait, et où le concept de notre réalité en fait est un peu bousculé, et et forcément on est pris là-dedans, et on a un côté de souffle un peu coupé, parce qu'on se demande comment Mira, à chaque fois, c'est un peu juste, comment elle s'en sort, et cette cruauté qui est omniprésente. Donc voilà, il y a tout ça, cette toile complète dans cette histoire. C'est ce que j'ai aimé, c'est que la construction, le développement du récit change un petit peu la donne par rapport à les romances contemporaines que l'on voit habituellement, parce que oui, les schémas... pour ma part, deviennent très répétitifs souvent, et donc du coup, j'aime, mais c'est plus pareil. Alors que des lectures comme ça, qui sortent du cadre, où les auteurs prennent vraiment une liberté de construction du récit, de leur univers, qui est un peu toujours à frôler avec les lois en vigueur, j'aime beaucoup. Donc ça nous bouscule un petit peu, on est captivé. Donc si vous voulez tenter ce roman, je vous le conseille, ça sort des sentiers battus, et c'est ce que j'aime. Je le cataloguerai moi aujourd'hui dans le genre romantique suspense, romantique thriller, plutôt suspense, parce que thriller il n'y a pas forcément, il y a des meurtres, oui, parce que c'est un cartel, mais c'est pas, on n'a pas un tueur en série, on n'a pas une enquête, voilà, c'est pas du tout ça. Donc on est plus dans un romantique suspense avec vraiment une histoire, une relation qui prend son temps, et c'est normal. Je ne verrai pas la construction du récit autrement, avec un coup de foudre, etc., avec ces deux personnages qui vivent dans un milieu totalement assez intensif et assez contre loi, quoi. Et que notre héroïne ne va pas changer en claquant des doigts et en se disant « Ah ben oui, mais en fin de compte, c'est génial, il y a de l'argent, il y a de la drogue, il y a des prostituées, c'est top !» Non, voilà. Donc je trouve que c'est maîtrisé de la part de l'autrice tout du long, et on est captivé en fait, on veut savoir ce qui va arriver à nos héros. Donc forcément je lirai le prochain opus, je vous le conseille, vraiment. Aujourd'hui c'est ce que je recherche dans mes lectures, c'est la différence, c'est l'histoire qui fait la diff, la construction, le récit, la plume de l'auteur. Ici c'est des points de vue alternés, donc forcément ça amène de l'intensité. C'est un roman choral, parce qu'il n'y a pas que Mira et Eduardo qui vont nous parler, et c'est ce que j'ai apprécié aussi, pour avoir une vision globale un petit peu de ce cartel, et c'est très très bien construit. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une réflexion sur la construction du récit, sur la plume, sur nos personnages, et sur la relation et l'avancement et l'avenir de cette relation. Donc j'ai hâte de découvrir le deuxième opus, puisque je pense qu'on va rentrer un peu plus dans la relation entre les deux personnages, et aussi que va devenir ce cartel qui est quand même bousculé et mis à rude épreuve. Voilà, donc Los Intocables, je vous le conseille. Ensuite, je suis dans la série, donc Seal Team, je vous en ai déjà parlé, je suis arrivée au bout de la saison 4, et je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas de suite. Et donc, non, parce que la saison est un peu plus courte que les autres, donc il n'y a que 16 épisodes dans cette saison 4, et je suis un peu en PLS, parce que je n'ai pas la suite, puisque aujourd'hui aux États-Unis, la 7e saison va être en cours, là, est en cours, ou est à venir, en cours ou à venir, je ne sais pas quand la réalisation commence. C'est une série où on va suivre une unité de Navy Seals. Je vous en ai parlé déjà dans le dernier Instant Cozy. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est avec David Boreanaz. C'est un acteur que j'aime beaucoup, puisque je suis une fidèle de Buffy. Je ne vais pas revenir là-dessus. Puis dans Bones, voilà, c'est des séries que j'ai faites au complet. Et aujourd'hui, dans celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime ce côté humain et ce côté, certes, warrior, mais en même temps avec beaucoup de fragilité, beaucoup de difficultés et d'écorchures, et le fait d'avoir des émotions et des psychés qui sont quand même un peu détériorées dû au métier qu'ils font, hein, forcément, hein, c'est pas anodin.
Donc il y a vraiment des traumas au niveau de ces soldats, et c'est ce que j'aime, et cette unité en même temps, et en même temps les querelles qu'il peut y avoir, parce que c'est comme dans une famille, si vous êtes tout le temps avec, et c'est pas toujours rose. Donc, et là, c'est ce qu'on nous montre aussi, et j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai commencé une autre série, puisque j'étais en PLS, puisque j'ai pas la suite, avec Madame Secretary. Donc cette série, c'est une série où on va suivre la secrétaire d'État américaine, fraîchement mise en poste. Elle est ancienne analyste de la CIA. Elle s'est fait embaucher par le nouveau président des États-Unis, qui est en fait son ancien patron de la CIA. Et elle ne fait pas de politique du tout, elle travaille juste à la CIA, elle ne fait pas de politique du tout, et elle va devoir graviter un petit peu dans cette Maison Blanche avec les codes, la politique, les partis politiques et les conflits émergents ou à émerger, ou que ce soit dans le social comme dans la guerre, avec les pays étrangers. Et cette série, je l'adore. Vraiment, c'est Téa Leoni qui tient le rôle principal. Je trouve qu'elle est parfaite. Elle s'est calquée un petit peu sur la vie de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Et elle fait une apparition d'ailleurs dans la série pour montrer bien son rôle de chef d'État. Donc c'est calqué sur une grosse réalité américaine, plus des partis pris par rapport à la politique américaine et l'évolution qu'il y a eu sur certains conflits, que l'on va apporter en scénario. Et je trouve que c'est énorme cette série, parce qu'elle est très représentative de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Un exemple, dans un des épisodes, cette série date de 2016, je crois. Elle a commencé en 2016, peut-être 2015 aux États-Unis. Et en fait, on va nous parler du conflit URSS-Ukraine. On va nous parler aussi de Haïti. On va nous parler, enfin voilà, plein de choses, de virus aussi à un moment donné. Et donc c'est très réaliste par rapport à ce qui s'est passé dans les 3-4 dernières années pour nous dans le monde. Elle va nous parler aussi du conflit Iran-Israël. On va nous parler de la Palestine. On va nous parler, enfin voilà, on va parler en fait de sujets qui sont énormément d'actualité aujourd'hui. Et c'est ce qui me plaît beaucoup, avec beaucoup d'analyses, alors certes politiques ou culturel ou humanitaire, etc. Et c'est une série que j'aime énormément. Donc si vous avez aimé Designated Survivor, Scandale, même si Scandale elle est un peu de côté je trouve, parce que Scandale elle est c'est pas tout à fait pareil quand même, mais on est sur de la politique américaine. Si vous avez aimé qu'est-ce qu'il y a d'autre, La Diplomate, qui est sortie sur Netflix l'année dernière et qui est une de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023 en série, celle-ci est faite pour vous. Je kiffe en fait cette histoire. J'avais quoi comme autre série? J'en avais une autre, mais là ça me revient plus. En tout cas, c'est une série, je me régale. Je suis dans la saison 5, donc il me reste cette fin de saison 5 plus la dernière saison 6 qui ne fait que 10 épisodes. Vraiment, c'est une série où je prends énormément de plaisir, c'est hyper bien joué, donc on va jouer avec la politique, effectivement, mais aussi avec les sentiments et la vie quotidienne de ces personnages, les histoires d'amour, enfin voilà, tout ce qu'ils vont devoir affronter au quotidien grâce ou à cause de leur poste, qui n'est pas évident à chaque fois. Et on va évoluer avec ce personnage qui est secrétaire d'État, mais ensuite qui évolue effectivement au fil de la série. Franchement, je vous la conseille si vous ne l'avez pas vue. C'est une série qui date. Et là, elle était au complet sur MyCanal. Donc écoutez, j'ai lancé. Et puis en fin de compte, moi j'aime beaucoup les séries de politique américaine. Ça marche très très bien avec moi. Je suis un très bon public. Je ne me lasse pas. Et on retrouve les fils qu'on en a trouvé dans d'autres séries, bien évidemment. Un peu comme dans Designated Survivor. Et il y a un épisode justement dans Madame Secretary où cet état de fait arrive, donc le Designated Survivor, c'est-à-dire le président disparaît pendant peut-être soit à vie parce qu'il est décédé, soit à court terme parce qu'on ne sait pas il y a un problème entre la logistique pour le contacter, et on descend comme ça, donc le vice-président, et puis ensuite on prend des gens du Congrès, etc. Et puis arrive en ligne de mire le Designated Survivor suivant. Et dans la série, c'est abordé aussi. Donc c'est un truc que du coup, je connaissais un petit peu, vu que je l'avais vu dans d'autres séries. Et donc voilà, on apprend aussi sur la politique américaine, qui est une politique quand même assez complexe par rapport à la nôtre, même si chez nous, c'est quand même folklore aussi. Mais voilà, donc c'est une série que je vous conseille parce que je l'adore.
On va parler d'un dernier roman avant que je reparte travailler, Aeternus, le tome 1, de Croc et de Sand de Anna Wendel. C'est de l'auto-édité, donc ici je vous montre le relié, regardez-moi cette beauté. C'est vraiment travaillé dans le détail, parce que je pense que l'objet livre fait aussi partie de l'histoire complètement. Donc ici, et avec des entêtes de chapitres qui sont travaillés. Voilà, le papier est super. Enfin voilà, c'est un objet livre qui est vraiment très 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 beau. Ça c'est l'oreiller, vous l'avez en brochet numérique. Donc ici on est dans de l'urban fantasy, plutôt dark, donc romantasy, je ne sais pas comment vous l'appelez, fantastique. Ça se passe à Paris. Donc déjà on diffère un petit peu de beaucoup d'urban fantasy qui sont souvent positionnés aux États-Unis. Ici, non, on est à Paris et on va se promener dans les catacombes parisiennes, puisque pour l'autrice, l'univers des Templiers n'est pas fini. Ils ont continué à perdurer au fil des siècles, toujours avec l'histoire de base avec les rois maudits, Jacques de Molay ayant maudit Philippe le Bel et toute sa cour, là, enfin ils sont 3 ou 4, qui sont décédés pas longtemps après. Donc elle part de ce principe-là. Ils travaillent dans l'ombre et en plus on apprend que ces êtres sont immortels avec certains dons. Je m'arrêterai là pour le synopsis. Donc ils sont parmi nous et en même temps très cachés. Et c'est des êtres quand même qui sont pas trop sympatoches, on va dire, hein, parce qu'ils sont assez, voilà, ils sont secrets et en même temps ils veulent pas être dévoilés, ils veulent pas être connus et puis ils font pas des trucs très très catholiques toujours. Donc voilà la mise en place et on va suivre une héroïne et son frère qui vivent à Paris, qui sont montés vivre là-bas et ils ont quelque chose. Voilà, ils sont dans le collimateur de cet ordre, surtout qui veut mettre la main mise sur un des deux, entre la sœur et le frère. Et on va suivre en fait cette jeune femme qui est aussi curieuse parce qu'elle est journaliste, elle est à un tournant de sa vie où elle a du mal à trouver du boulot et elle va espionner son frère et elle va découvrir donc cet ordre et sauf que sa curiosité va l'amener du coup à côtoyer ces êtres. Voilà. Et elle, en fait, cet univers un petit peu fantastique, pour elle, n'existe pas, trop cohérent, elle est trop ancrée dans le réel et ces êtres-là n'existent pas. Et donc, du coup, bon gré mal gré, ça va partir à 100 à l'heure où elle va devoir échapper un petit peu à sa condition et au fait que cet ordre veut l'éliminer. Donc, notre héroïne s'appelle Chérine, ça serait bien que je vous donne son prénom quand même, Chérine. Et elle va faire la connaissance, donc dans l'ordre, il y a un jeune homme qui s'appelle Scorpio, et ça va être la rencontre. Donc c'est un slow burn, c'est un enemies to lovers, avec un univers assez sombre, puisque comme je vous dis, ces créatures ne sont pas super sympathiques, et on va dire que Scorpio avec Chérine est pas très agréable. J'avoue que par moments, il est pas très cool, mais ça va, c'est de cohérent, et donc la relation prend son temps, et en même temps, il y a beaucoup d'intensité entre les deux personnages. C'est un tambour battant. On a encore plein de questions, énormément. C'est un premier opus qui met en place l'univers, qui met en place les personnages, qui met en place la relation. Donc c'est très riche et ça se calque en plus sur l'histoire de France, sur l'histoire avec un grand H. Et je trouve qu'elle a hyper bien maîtrisé ça. On a aussi la rencontre de ces différents Templiers. On va énumérer un petit peu comment ils sont devenus Templiers. Donc on va faire des bonds temporels et ça c'était hyper intéressant. J'espère y revenir parce qu'il y a un personnage là-dedans qui n'est pas le personnage principal qui m'a beaucoup plu. Et on est en finale, en apothéose, et avec beaucoup de questions pour le tome 2. Beaucoup de questions sur ce qui va se passer. Notre héroïne, alors c'est sur un court moment donné par contre, donc, et c'est à 100 à l'heure. Voilà, c'est une course contre la montre. Et j'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas de temps mort et que ça aille assez vite. Et que on soit captivé par l'histoire. C'est hyper bien écrit. Et on a point de vue alterné. Donc Chérine et Scorpio vont pouvoir nous parler et c'est ce qui fait la richesse toujours, les points de vue alternés. Je trouve que comme ça on arrive quand même à rentrer dans la psychologie des personnages. Je vous le conseille. L'objet livre est magnifique, l'histoire est hyper intéressante. Je trouve que ça change là aussi. L'autrice a pris son scénario en main et on a, comme je le dis là, un scénario. C'est-à-dire qu'on a comme un film qui défile à travers les lignes et qui se met en place dans notre cerveau avec vraiment des images qui pourraient être un film. J'ai adoré ce premier opus, donc je lirai la suite parce que bien évidemment, elle peut pas me laisser comme ça. Elle peut pas. Il faut que je sache ce qui va arriver au personnage. C'est un univers riche, différent, hyper bien amené, très bien écrit, point de vue alterné, moi j'adore. Enemies to Lovers avec slow burn. Et en même temps, beaucoup d'intensité, beaucoup de frustration, beaucoup de passion entre ces deux personnages, malgré eux par moments, et c'est ce que j'ai adoré. Donc voilà, c'est hyper bien mené. C'était ma première avec Anna Wendel.
bah, je regrette pas du tout. Je pense que je lirai d'autres romans de cette autrice et le tome 2, voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie. Je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas trop vous en dévoiler, mais c'est un univers riche qui se passe à Paris, entre autres, dans les catacombes, avec des êtres immortels, sous fond d'ordre des Templiers. Voilà, c'est hyper bien mené et on n'est pas au bout de nos peines pour notre héroïne. Donc on a une héroïne badass et en même temps fragile. Voilà, on a une dualité chez cette héroïne qui sait prendre les devants et rentrer dans l'art et en même temps qui subit parce que forcément elle ne reste qu'une humaine. Hein. Donc je trouve que c'est très crédible aussi. Ou des fois des héroïnes m'énervent. Là ça va, c'était très bien. Il n'y en avait pas trop. Et j'ai beaucoup aimé Scorpio, même si par moments je lui aurais foutu quand même un grand coup de pelle dans la tête. Voilà, il m'a beaucoup plu. Parce qu'il y a beaucoup de dualité en lui là aussi. Et j'aime ces personnages où on a dans leur caractère et leur façon d'être beaucoup de choses cachées qui se dévoilent. Mais en même temps, c'est dur pour eux de se dévoiler parce qu'ils ne comprennent pas forcément leurs émotions. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne réussite. Je remercie Anna Wendel pour cet envoi. C'était dans un joli paquet et tout. C'était magnifique. Je pouvais le retrouver en réel. Je vous ai fait en réel où je déballe un petit peu le colis. Et c'était une super expérience. Et je relirai Anna, ça c'est certain. Me voilà reviendue. Alors je vous ai laissé tomber comme une malpropre. Alors vous allez peut-être pas faire attention si, parce que le cadre est pas le même. Mais hier, en fait, une fois que j'ai eu terminé ce que j'avais à vous dire, j'ai arrêté, je suis vite partie puisque je partais travailler l'après-midi. Donc j'avais pas trop le temps de rester. Et j'étais juste, donc je suis partie sans dire je reviens. Mais là je reviens, mais on est le lendemain. Donc on est vendredi 17 mai, je vais continuer donc du coup ce vlog. Je me suis mis dehors parce qu'il fait quand même relativement bon. Voilà, on a deux jours là au final. Ils avaient annoncé des pluies. En fait jeudi il a fait beau et aujourd'hui là ça se lève. Voilà, ce matin c'était gris. Mais là, il fait bon. Donc je me suis dit, je vais mettre dehors. Alors, je vais essayer au montage de monter le son au maximum parce que je sais que quand je suis dehors, déjà dehors, je parle moins fort. Parce que j'ai quand même des voisins. Hein, voilà. Donc je me suis rapprochée au maximum de la caméra quand même pour que vous puissiez quand même bien m'entendre. Et donc j'essaierai de monter le son au montage aussi pour que vous n'ayez pas d'effet d'amplitude sonore trop basse et que l'amplitude soit à peu près la même entre dedans et dehors. Je promets rien, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 17 mai et on va basculer du coup dans une lecture justement de romance MM, romance contemporaine dans un univers de bikers. Ici, on est dans un gang, dans un MC, où le dirigeant, il a des sentiments pour son sergent d'armes. Et il va faire la rencontre également d'un autre homme qui a rien à voir avec le motoclub dans lequel il est et avec qui il va entamer une relation qui va devenir importante, qui va s'étoffer. Donc ici cette romance là, ça a une romance MM et plus aussi MMM. Donc c'est ce que le résumé nous en dit. Alors j'ai lu quand même quelques univers bikers, je suis assez souvent mitigée dans ces univers-là, des fois ça matche très très bien, comme les Vicious of Silence d'Amélie Astier, comme ceux des Hades Hangman, et il y a d'autres fois où ça rate. Et ici, j'avoue que mon avis est assez mitigé, alors j'attendais énormément du MMM, qui au final est très peu présent dans ce premier opus. Je ne sais pas par la suite, je ne suis pas allée faire mes petites recherches, je suis désolée. Donc si vous voulez savoir, n'hésitez pas à aller voir pour la suite si c'est les mêmes protagonistes d'autres ou pas, si on va revenir sur leur relation. Mais en tout cas, j'ai eu comme un goût d'inachevé, un goût de pas assez, j'ai pas eu assez d'émotions. La deuxième relation, donc qui devient une relation de trouble, en fait, est un peu délaissée et mal exploitée. Donc voilà, j'ai ressenti très peu d'émotions, j'ai eu très peu d'empathie dans cette relation. Par contre, l'univers des bikers est un univers un petit peu à la Vicious of Silence, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir un motoclub à leur image, avec leurs propres règles et leurs propres lois, même s'ils ne peuvent pas forcément faire tout ce qu'ils veulent, parce que forcément ils ont des dettes vis-à-vis d'autres peut-être motoclubs ou d'autres gangs ou d'autres mafias, enfin voilà, qui gravitent autour de tout ce qu'ils ont pu vendre et faire comme transaction. Donc des fois c'est pas facile de sortir de cet univers-là, mais j'ai trouvé, voilà, c'est dommage parce que Gareth Lays, c'est une autrice que j'ai déjà lue plusieurs fois, que j'ai beaucoup appréciée. Là ici j'ai la couverture, on va dire plutôt sobre,
par rapport à l'autre couverture qui est aussi belle. C'est un homme de profil comme ça, en noir et blanc, avec le titre en jaune qui claque. Et ici, moi, j'ai pris celle-ci parce que je suis fan des roses et des têtes de mort sur les couvertures, ou peu importe, ou n'importe où, en tatouage, etc. Voilà, j'ai une petite fascination morbide, comme on dirait, là-dessus. Vous allez dire, il faudrait aller voir un psy. Oui, peut-être, mais bon, voilà, mes petits plaisirs coupables, voilà, qui n'engagent que moi. Donc, j'avais pris celle-là. Donc j'attendais beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais pas lu en plus dans un univers de bikers. Les Vicious 3, ça date quand même d'il y a un an. Donc voilà, ça faisait un an. Et je pense que je me lasse aujourd'hui un petit peu de la composition et du schéma construit autour des romances contemporaines. Où voilà, j'ai envie de plus aujourd'hui. J'apprécie d'y revenir pour certaines choses. Pour d'autres, voilà, c'est un peu plus mitigé. Et je trouve ici que ça n'a pas été assez exploité à mon goût, ou mal exploité. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'équilibre. Et moi, en fait, quand on me propose un trouble, mais ça c'est très personnel, hein, il y en a d'autres qui s'en fichent complètement, dans du triolisme ou du trouble, etc. L'égalité de chaque personnage, qu'il ait une importance, qu'il ait une égalité, une franchise, un respect, tripartite, quoi, en fait. Et là, je l'ai pas senti. En fait, le troisième, et puis on nous énigme un peu la personne, donc on en attend beaucoup, et au final, on a très peu de lui, de ce troisième qui est hyper important pour moi et qui était celui qui a le plus captivé mon intérêt, et qui, au final, est très peu présent. Voilà, il est présent sans l'être, donc c'est très agaçant. Surtout que quand il rentre dans le jeu, plutôt sur la deuxième partie, on en attend plus du coup, puisque tu essayes de nous fournir ou de nous intégrer à un trouble. Donc le but étant d'avoir les trois. Alors je parle pas de scène de sexe, hein, je parle pas de ça, je parle d'émotion et de relation et de communication entre les trois. Et au final, on n'a que deux personnages qui sont hyper forts et le troisième qui est juste voilà, observateur et on n'en apprend pas sur lui. Voilà, c'est un point de vue alterné, mais lui, on n'a pas son point de vue. Donc ça reste très flou et ça reste... il reste très éloigné, en fait. Il reste très éloigné et du coup, moi, ça m'a pas convaincu. Ça m'a pas convenu non plus. Donc voilà, c'est une lecture sympa. Je suis assez mitigée sur pourquoi avoir fait un trouble dans ces cas-là. Ça n'avait pas forcément l'intérêt, parce que l'histoire était bien entre les deux, le chef de gang et le comptable, je vais appeler ça un homme d'affaires, donc il n'y avait pas forcément besoin. Voilà, donc pour moi c'est une bonne lecture et je pense que je ne lirai pas la suite malheureusement de cette histoire, même si la couverture me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai plus de batterie, donc je vais rentrer du coup. On va rentrer pour que je puisse continuer à vous parler. Coucou maman. Qu'est-ce que c'est ce bébé ça oui. Oui, ce bébé ça oui. Oh, 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 oh. Et oui, moi je fais mes vidéos et mon bébé ça il est toujours à côté de maman. Eh oui. Bon, je suis rentrée du coup parce que je n'ai plus de batterie, donc je suis obligée de venir à l'intérieur afin de continuer ma vidéo et discuter avec vous. On va parler série, on va parler de Will Trent, c'est une série qui va parler d'un agent du FBI, donc le GBI, parce que ça se passe en Géorgie, ils ont un bureau spécifique du FBI, et on va sur un homme qui sort des foyers, qui est orphelin et qui va nous amener dans ses enquêtes. On va tourner autour de 4-5 personnages principaux, donc la chef d'équipe de ce pôle FBI, 2 flics et donc 2 agents du FBI, donc Will Trent. Le début, il se retrouve sur les bras avec un chien dont il ne veut pas et pour lequel il va avoir d'énormes sentiments et dont il ne va plus le quitter. Et on va apprendre au fur et à mesure de la saison les enquêtes qu'il va faire, son passé en tant qu'enfant sorti des foyers, et également les autres protagonistes qui sont autour. La jeune femme qui est flic a un lien avec lui sur leur jeunesse. Il y a également l'acteur Marc-Paul Gosselaar qui jouait dans Sauvé par le Gong, qui jouait Zach, qui joue dedans. Il joue un rôle trop drôle. Il est vraiment trop marrant. Il m'a fait mourir de rire. Il me tarde la saison 2 parce qu'on se laisse alpaguer par cette histoire, on se laisse alpaguer par ces personnages. Alors, on est avec un personnage qui a quand même des tocs, notre personnage principal. Il m'a fait penser sur un mélange entre le mentaliste et Monk. Voilà, un petit peu, si vous voulez. Voilà. Alors, l'acteur principal ne paye pas de mine, mais au final, on s'attache quand même pas mal à lui. J'ai beaucoup aimé sa vision des choses, son mal-être,
ses difficultés à lui et à la flic de se livrer, de faire confiance, d'avancer dans la vie avec tout le passé qu'ils ont sur eux, parce que beaucoup de choses dans les foyers où ils ont été, ou dans les familles d'accueil dans lesquelles ils ont été, beaucoup de choses se sont très très mal passées. Et donc c'est ça l'histoire en fait. Et son histoire à lui est assez tragique, puisqu'il est orphelin, il a été retrouvé dans une poubelle. Et donc, ça lui est resté dans sa jeunesse, les autres enfants se moquaient de lui. Enfin voilà, il y a vraiment dans cette série beaucoup de choses importantes, touchantes, autour de ce personnage et de ses amis. Et j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte d'avoir la suite parce que je me suis vraiment attachée. C'est une série en 10 épisodes, je sais plus le nombre d'épisodes. Vous l'avez disponible à l'heure actuelle sur MyCanal, ou sinon qui arrive sur TF1. Je ne sais plus à quelle date, mais là, maintenant, mi-mai ou un truc comme ça, elle est arrivée sur TF1. Donc n'hésitez pas à la regarder parce que franchement, ça paye pas de mine comme ça. L'affiche n'est pas géniale, mais au final, c'est hyper sympa. Vraiment, je vous le conseille fortement. Et on va parler d'une autre série que j'ai commencé, mais j'en suis au tout début, donc forcément, je ne vais pas vous en parler beaucoup. C'est Tracker, avec Justin Hartley, qui a joué Oliver Queen dans Smallville, qui a joué dans This Is Us. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup, j'avais croché sur lui quand il jouait Oliver Queen, et depuis, c'est un acteur que j'aime beaucoup suivre. Et cette nouvelle série, en fait, lui aussi a vécu des choses pas faciles dans sa jeunesse. Il sort d'une famille de survivalistes, donc aujourd'hui, il met son savoir un petit peu au service des disparus et des familles, et il se fait rémunérer grâce à ça. On va suivre ses aventures. Donc dans la première saison, il va être plutôt un homme solitaire. On a appris que dans la saison 2, son frère va faire l'apparition physique, puisqu'on en entend beaucoup parler dès le premier épisode, en fait, on entend parler de son frère, et il va faire une apparition dans la saison 2. Et j'ai hâte, puisque c'est Jensen Ackles qui va jouer le rôle du frère de Justin Hartley, et que j'ai hâte. Voilà, il va jouer encore en frangin, notre Jensen, et donc j'ai hâte. Quelques images ont commencé à sortir aux États-Unis sur cette saison 2 que nous on n'a pas encore, puisque nous c'est à peine la saison 1, et c'est une série que je vous conseille aussi, parce qu'au-delà de cette traque et de cette recherche des disparus, il y a ce passé qui le hante, et le passé aussi des gens pour qui il va travailler, avec qui il va travailler, enfin voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Il n'est pas négligeable. Regardez, en plus, Justin, j'avoue, je suis un acteur que j'aime beaucoup visuellement, on va pas se mentir, et puis bon, le fait qu'il y ait Jensen sur la saison 2, je suis à balle. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai regardé que 4 épisodes qui étaient dispo, et je vais continuer tranquillement cette série. On continue avec un avis lecture, avec une relecture, surtout Le Sang des Sauvages, le tome 2 de Farah Hanna. Donc j'avais découvert Farah à la sortie de ces 2 opus, qui à l'époque n'étaient que 2, avec une fin où ça nous laisse présager un spin-off. Et puis il est sorti quelques temps plus tard, donc j'avais pas lu, et je voulais me refaire à les deux tomes pour pouvoir lire en fait le spin-off avec Sandrick. Donc là c'est une relecture, et je l'ai fait cette fois-ci en audio. Je vous le conseille si vous avez été habitué des audios, si vous aimez beaucoup ça, les 2 tomes en audio sont fantastiques. C'est hyper bien raconté, j'ai été captivée, je l'ai bouffé en ce 2e opus. Je m'attendais à certaines scènes qui m'avaient fortement bouleversée à la première lecture, parce que notre héroïne n'est pas épargnée, que notre personnage principal, Lace, déjà dans le premier tome, vous agace un petit peu, vous frustre un petit peu, et en même temps, vous commencez à avoir des sentiments pour lui, autant que Sanae en a. Et dans le tome 2, bon, il fait le con. Voilà, on va le dire comme ça, il fait le con. C'est hyper bien écrit, c'est un univers de fantasy qui est hyper simple à suivre. 2 clans s'affrontent, des colons qui sont venus imposer leurs lois, des sauvages qui veulent garder et récupérer leurs terres, une guerre qui dure depuis des années, plus de 150 ans, un roi sur le trône qui est un peu énigmatique, on ne sait pas trop, une maladie, un virus mortel qui frappe les 2 clans, et une tuerie sans fin où ça massacre, ça viole, et voilà, beaucoup de violence dans cette saga, dans cette duologie, énormément, et vous allez suivre dedans Sanae et Lace, Sanae étant une célestienne, donc les colons, et Lace étant un sauvage. Et également, il y a Sandrick, qui est un personnage secondaire de l'histoire, qui aura son spin-off, donc du coup, au prochain, que l'on va lire au mois de juin avec El Booktube et vous. Donc je vous invite à venir nous rejoindre si vous avez envie de lire Sandrick, et que vous vous êtes arrêté
qu'à la duologie. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vais me le faire en papier du coup puisqu'il n'y a pas d'audio pour ce spin-off. Mais en tout cas, je vous conseille fortement cette Dark Fantasy, Dark Romantasy, MF. Je vous la conseille fortement, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien recherché, c'est pas compliqué si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, ça vous sort de votre zone de confort. Attention, âme sensible quand même, s'abstenir parce qu'il y a des scènes vraiment très très dures, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. C'est une guerre, et les guerres amènent des atrocités, et vous les avez totalement là-dedans, et ça fait le reflet de notre époque, de notre société d'aujourd'hui, avec les guerres que l'on peut voir, les massacres, etc., qui n'ont plus forcément de cause ou d'effet ou de trucs, sauf massacrer des innocents, et où on en perd le but, puisque les élites au pouvoir, en fait, s'en branlent, en fait. Voilà, on va le dire comme ça, et je clorerai le sujet. Je parle bien de ce bouquin, je vais éviter qu'il y ait des avalanches ici d'avis multiples et variés, ça reste que mon avis. En tout cas, voilà, c'est ce que vous allez retrouver ici, et ça fait écho vraiment dans notre société, je trouve, ou dans les siècles qui sont passés, dans les décennies qui sont passées, ça fait écho. C'est pas joli, et vous allez avoir ces deux personnages qui vont développer des émotions et des sentiments plus forts qu'eux, plus forts que leur cause, et en même temps avec des impondérables, puisqu'ils ils font partie chacun d'une élite de chaque côté. Qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a raison et qui a tort? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles personnes qui peuvent changer la donne avec une évolution, un mode de pensée différent? Voilà, vous avez tout ça dans ce récit-là, c'est hyper bien écrit. Moi, la plume de Farah, je l'adore. Elle écrit hyper bien, je trouve qu'elle maîtrise parfaitement cet univers-là. C'est dark, c'est beau, c'est touchant, c'est émouvant, c'est frustrant. Je peux vous dire que vous avez des montées d'adrénaline et de colère qui sont quand même ultimes. Donc voilà, je ne sais pas comment vous en parler. C'est du point de vue alterné, donc vous avez le point de vue de Lace et le point de vue de Sanae. Et c'est une romance dure, c'est une romance très très compliquée pour ces deux personnages. Ils ne vont pas s'épargner. Non, ils ne vont pas s'épargner. Ils vont se faire vivre vraiment des choses quand même qui sont... voilà, il faut passer par-dessus, c'est pas évident. Donc j'ai hâte de lire le spin-off, et c'est encore un coup de cœur. Voilà. Quelques années plus tard, puisque j'avais lu le tome 1 en 2018 et le tome 2 en 2019, donc ça date, voilà, mon avis n'a absolument pas changé, et je pense que je pourrais le relire dans quelques années, tellement les émotions sont fortes avec ces deux personnages qui sont quand même hauts en couleur. Donc je vous le conseille fortement. Donc voilà, on va s'arrêter là, comme d'habitude, 4 livres, quelques séries aussi dont je vous ai parlé, j'espère vous avoir donné envie d'en découvrir certaines. En tout cas, voilà, vous avez mes avis, il y a du très bon, il y a du très 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 bon. Il y a un peu un peu plus de mitigé, mais ça arrive, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Mais en soi, ça reste quand même d'excellentes lectures. Des suites à poursuivre en plus, qui vont amener, je pense, du bon et du très 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 bon encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de certaines séries si vous les avez lues. Si vous ne les avez pas lues, est-ce que ça vous tente? J'espère en tout cas. On va se quitter ici. Abonnez-vous, mettez un pouce sur la vidéo, partagez-la, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, soit en MP sur Instagram, soit à venir tester les soirées Twitch avec les copains, où on lit et on papote et on ricane beaucoup. Je vous laisse là. Bisous câlins.